Avant, les grands scientifiques, ils étaient artistes aussi, pour un certain nombre d'entre eux. En tout cas, une partie de ceux qu'on connaît aujourd'hui, comme Léonard de Vinci, ils sont connus pour leur maîtrise de l'art et parmi les arts, il y avait la science. Artistes et scientifiques se sont peu à peu séparés et même au sein de la science, on a des séparations un peu plus nettes, des champs disciplinaires. C'est une ultra spécialisation qui est pertinente pour pouvoir s'engager pleinement dans des recherches fines, mais qui parfois crée aussi des obstacles pour la communication, pour bien se comprendre entre scientifiques et puis peut-être même encore plus parfois pour être compris des non-scientifiques. Et le travail qui est mené avec Nicolas et avec un artiste, parce que là c'est une expérience singulière qu'on vit aujourd'hui, mais il y a d'autres qui le vivent de plus en plus ces dernières années, cette expérience-là, elle permet de faire se rapprocher nos chemins et nos moyens de partager, nos moyens de comprendre, nos moyens d'expliquer. Et ce partage de nos chemins, si on y arrive bien, le chemin qui va se dessiner sur lequel les visiteurs peuvent marcher, il y a un peu plus de chances qu'ils créent quelque chose, qu'ils créent de la compréhension, qu'ils créent peut-être aussi de la curiosité pour aller plus comprendre d'autres éléments du monde après. Et voilà, on a commencé à partager avec Nicolas sur les travaux que je menais, sur la place qui était donnée ou pas donnée aux savoirs locaux dans la gestion de la biodiversité. Nicolas, il était très demandeur d'avoir des documents, des extraits d'entretien. Il était demandeur aussi d'éventuellement faire du terrain ensemble, ce qu'on n'a pas pu faire. D'abord pour des raisons sanitaires de Covid, et puis après les agendas qui ne se coordonnaient pas forcément. Donc on a fait un petit peu de terrain ensemble quelque part à Lansbata. Jean-Michel nous a filmé, lui étant comme un pêcheur et moi l'anthropologue qui pose des questions habituelles sur quelles sont les habitudes, où va le poisson, etc. Et donc là, ça permettait aussi de se familiariser un peu avec la manière de travailler. Et puis c'est trouvé qu'il y avait un pêcheur derrière nous qui lançait l'épervier avec lequel je suis allée un petit peu échanger. Donc je pense que ça a pu donner un petit peu d'éléments. Oui, oui. C'est ce qu'il faut pour manger. Pour manger, puis pour donner à manger aux autres. Voilà. Voilà. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Et puis après, on a aussi échangé à plusieurs reprises avec Emmanuel Djibaou. On va bien faire sur toile, justement. Bon, ça serait sur un des grands murs. Pour Emmanuel comme pour moi-même, c'est un des volets importants de nos travaux, de questionner la transmission des savoirs, de savoir pourquoi des savoirs se transmettent, comment ils se transmettent, pourquoi ils se transforment, pourquoi ils ne se transmettent plus aussi. Ça, c'est vraiment un des volets importants de mes recherches. Au département recherche et patrimoine à la DCK, c'est aussi un volet important puisque eux, ils ont aussi organisé le stockage de tous les savoirs qu'ils collectent afin de pouvoir rendre disponibles certains qui peuvent l'être, la plupart d'entre eux, et puis certains qui, eux, sont plus secrets ou plus réservés à un clan et qui donc, du coup, ont des clauses d'utilisation d'accès particulières. On a eu un travail aussi qui nous a fait faire Nicolas sur les cartes cognitives. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise entre autres en anthropologie. Et là, on est parti sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire de mettre un terme au milieu, le mot transmission, transmettre, et d'essayer de voir quels étaient tous les mots qu'on associait à ce terme-là et où est-ce qu'on les plaçait sur une carte. Entendre et écouter, c'est... Non, c'est pas pareil. C'est vrai, on peut l'ajouter peut-être écouter là. Et ça, quelque part, c'est aussi une co-création et c'est intéressant parce que c'est un outil que nous, on utilise sur le terrain avec les gens et que là, il nous a soumis pour qu'on s'exprime et qu'on fasse passer aussi ce que nous, on avait à faire passer à propos de la transmission des savoirs. Voilà, le volet transmission de savoir a beaucoup animé nos échanges. Et nos échanges ont aussi été animés sur les définitions qu'on mettait au terme de tradition, au terme de culture. Moi, j'ai vraiment une vision de la tradition qui est dynamique, c'est-à-dire que la tradition nous ancre parce qu'elle nous relie aux générations d'avant, mais la tradition n'est pas figée, elle continue de se faire au fur et à mesure que les choses se transforment. Et les choses, ça va être tout ce qui est environnement, bien sûr, mais aussi il y a des changements politiques, économiques, sociaux, qui vont conduire à ce que la tradition se transforme. Mais ça n'en reste pas moins quelque chose qui nous ancre et qui nous accroche à nos yeux, comme on dit ici.
me permet de poser les mots, de lier les mots entre eux, d'avoir une idée générale surtout, d'avoir une vision globale, quoi. Et là, par exemple, au-delà de ces tiges ou de ces lianes que je voulais au début, et ben justement, c'est plus des chemins qui sont en train de se créer. Et puis plus j'ai de chemins qui sont en train de se créer, et plus j'ai cette idée de cité peut-être, de ville, de réseau qui est en train de se monter. Il y a aussi ce côté très neurologique. L'ontologie nous permet d'avoir cet échange, justement, c'est ce qui va me lier avec Catherine et Manu dans la méthodologie. Personne n'est détenteur de tous les savoirs, donc en partageant nos connaissances et notre créativité aussi, ça nous permet de créer cet ensemble, justement, entre la science et l'art. Ça va être pour les portes coulissantes, justement, c'est un peu de la cinétique. Donc c'est vraiment un travail sur l'image, hein. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, puisque notre œil a une certaine fréquence et en fonction des mouvements, notre cerveau assemble le mouvement ou pas. Ça fait partie des thématiques de l'exposition, c'est les thématiques cachées, c'est cette notion de secret. Puisque dans la tradition et dans les savoir-faire traditionnels, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Surtout chez nous les Océaniens. Voilà, le truc du secret est très très fort. Donc, ok, on est sur art et science, sur la notion de transmission, mais au-delà de ça aussi, on est aussi dans des choses qu'on ne voit pas. Donc être attentif, c'est être attentif aux autres, à soi-même, dans un premier temps, mais aussi être attentif à nos sens, et être attentif à ce que nous enseignent nos sens, voilà. Dans le sentir, dans le goût, dans le toucher, dans le voir, dans le entendre, dans le parler, mais aussi dans le côté instinctif. Que peut-être les animaux, la nature, on va dire, ce qui sort de l'homme, a encore aujourd'hui, peut-être que nous, avec les couches culturelles qu'on s'est mis les unes au-dessus des autres, là, ben, on a perdu cette notion d'instinct et de lien avec cet invisible, justement. C'est des projets qui ont une part d'utopie. C'est un peu un challenge. L'idée, c'était quand même de faire en sorte qu'il y ait une rencontre qui puisse se faire entre un univers plutôt scientifique et un imaginaire d'artiste. Et donc j'ai pensé proposer ce travail, cette collaboration avec Nicolas Mollet, parce qu'il est aussi dans une démarche artistique actuelle et aussi parce qu'il est ancré en Nouvelle-Calédonie dans des registres différents, à la fois la culture kanak, qui est liée à une partie de ses origines, et l'autre culture qui est plus occidentale. Donc il y a aussi en lui-même une rencontre, il y a quelque chose d'intéressant. Donc il y a plusieurs strates finalement dans ce projet qui sont véritablement liées à un dialogue entre cultures et un dialogue entre la science et l'art. Oui, mais comment tu le représenterais? Moi je ne suis pas très forte en dessin. Mais c'est pas une question d'être fort en dessin. Comment tu voudrais le représenter? Comment tu émettrais cette idée? L'exemple que je prends de la Pironne. Très vite, en particulier chez Nicolas, j'ai trouvé une vraie curiosité sur ce que l'IRD réalise en matière de sciences humaines et sociales. Et très vite, j'ai senti en lui qu'il y voyait un intérêt par rapport à sa propre recherche personnelle, que ça répondait aussi à des interrogations qu'il peut avoir, des questionnements. Il y a quelques années, en fait, je me suis de plus en plus intéressé aussi au rapport du GIEC. J'ai commencé à regarder ça, à lire ce qui se passait pour la planète via les rapports des scientifiques. Et puis ça s'est imprégné petit à petit dans mon travail, quoi. Et c'est une réflexion que je porte aujourd'hui dans mon travail. Façon pour lui peut-être de pouvoir répondre et partager avec un public sur des sujets qui ne sont pas si simples, hein. Je peux t'en envoyer quelques-uns comme ça, Je veux bien. mais ça n'empêche pas que... Pour Catherine, c'est pareil, j'ai senti un réel intérêt de dépasser son cadre et puis que ça puisse être partagé via des médias différents. Parce qu'effectivement, il y avait la partie animation au début. Et puis ensuite,
l'ambition de réaliser des œuvres immersives dans le cadre de l'exposition et qui entrent en résonance avec les activités de l'IRD, mais aussi avec l'UICN qui travaille quand même sur des questions qui sont aujourd'hui fondamentales pour nous, qui sont comment notre humanité doit évoluer face au bouleversement climatique et à l'urgence qui se présente devant nous. J'aime bien dire que l'art, en fait, c'est un métalangage qui crée un dialogue avec des gens qui ne parlent pas la même langue. Et la culture en général, mais l'art a cette faculté formidable de réunir ce qui pourrait être dispersé. Cette exposition, là aussi, cette ambition, c'est que, et de dire, voilà, les spécialités, c'est une chose, mais le monde ne se construit pas uniquement avec des spécialistes. Il se construit parce que les gens dialoguent, sont en échange et en capacité d'écouter, de voir et de sentir. Djengedu, Tchagetout. J'ai rêvé longtemps d'un pays où les livres pouvaient parler aux hommes cailloux. J'ai rêvé longtemps d'un pays où les cailloux pouvaient parler aux hommes livres. J'ai sommeillé longtemps aux lueurs de la ville, en quête de ce savoir qui enivre aux bordures des pages. Et quand j'ouvrais mes yeux sur le monde, je ne buvais qu'aux lèvres des conques sacrés. Djengedu m'interpelle comme un appel de conque à partager le savoir. Aux assoiffés du monde, que ceux qui ont soif de cette connaissance sacrée des hommes cailloux se lèvent et cheminent ensemble. Koï. C'est par le rêve que nos esprits ils communiquent avec nous. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce texte-là. Parce que c'est d'abord une rêverie, parce que je cherche à communiquer avec mes ancêtres. L'ensemble des savoirs traditionnels chez nous, ils sont transmis par le rêve. Et pour pouvoir se projeter à un moment donné, il faut rêver aussi son avenir. Et c'est par le rêve que finalement, en intériorisant cette forme d'idéal, que je suis en capacité de le faire vivre parce qu'il va être dans mon corps, dans mon ventre. Et puis après, j'ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, ce rêve-là, je l'ai dans ma tête et je vais me mettre en chemin pour le rendre intelligible, que je puisse le saisir. Pourquoi j'ai rédigé ce texte-là aussi, c'est que en regardant travailler Nicolas Mollet, je vois aussi que lui, c'est sa manière de penser. Il s'appuie sur ces deux cultures. Et puis, pour le coup, ce qui est intelligible, ça lui vient du côté peut-être occident. Et puis tout ce qui est l'idéal, les esprits, l'imaginaire, ça vient de son côté Djehu. Tu sais ce que ça veut dire, Djengedu? Tu peux répéter? Non. Alors, Djengedu, ça veut dire écoute ou fais attention à ce qui se passe autour de toi. Là, qu'est-ce que tu entends? Des oiseaux et des oiseaux voitures. Et des voitures. Eh bien, Djengedu, quand une grand-mère ou une maman dit Djengedu, eh bien, un enfant doit écouter. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire et il écoute. Et c'est pour ça que c'est important, parce qu'il faut absolument qu'on fasse attention à ce qui se passe autour de nous. Djengedu? Des oiseaux.